la salle d'honneur de la fac de droit de Nancy, c'est ça, c'est un bel endroit, avec messieurs Farge et Guyon qui se présenteront tout seuls, parce que si je le fais, je vais oublier des choses, donc je les laisserai faire. Donc bienvenue à tous pour cette soirée débat, durant laquelle nos débatteurs vont d'abord présenter leurs positions respectives, puis échanger réponses et critiques l'un de l'autre sur ces positions, et puis au bout d'une demi-heure, vous aurez la parole pour poser vos questions aux gens ici. Donc ce débat est rendu possible grâce à l'Université de Lorraine, nous sommes en Lorraine, je ne sais pas ce que... C'est le stress, ça va aller. Grâce au CNRS, à Science & New et au Festival du film du chercheur et à l'ASTEC, qui est l'asso que je dirige. Voilà. Donc vous retrouverez cette vidéo en ligne sur le site de l'université et sur le site de la Tronche en Biais, qui est la chaîne YouTube. Donc, avant de laisser la parole à ces messieurs qui sont plus lettrés, plus érudits que moi, je vais tenter de vous brosser un peu le portrait du principe de précaution pour voir un peu de quoi on parle. La question étant, s'oppose-t-il au progrès ou bien est-il lui-même un progrès, ce principe de précaution? Faut-il mettre en avant la précaution dans les télécommunications, les médicaments, l'agroalimentaire, etc. Et donc avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un sondage ici. Donc j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous aime jouer avec sa vie, prendre des risques inconsidérés et courir droit vers le danger? Levez la main. On a... Qui aime prendre des risques inconsidérés et jouer avec sa vie? On a une minorité assez... Ils sont tous là-bas. Ouais, quand on est motard, ça compte, non? Vous avez un... Ça marche pas, hein. Si, ça marche. Ça marche. Donc, j'ai l'impression que la majorité d'entre nous a une inclinaison spontanée vers la prudence. Et je vous en félicite, c'est ou pas. Enfin, donc, il est probable que nous soyons en majorité les descendants d'ancêtres qui évitaient de se jeter du haut de la falaise. Préféraient être prudents. Pour être un bon reproducteur, mesdames et messieurs, il faut rester en vie un certain temps. Mais la prudence, ça n'est pas la précaution. Ce n'est pas non plus exactement la prévention. Donc il faut sans doute commencer par faire un petit distinguo, donc je vais tenter de le faire maintenant. Mais avant de faire ça, je vais parler d'autre chose, donc du risque et du danger. Parce que c'est vrai que ce n'est pas la même chose, le risque et le danger. Donc je vais tenter de vous proposer des définitions, vous me direz si j'ai fait des erreurs. Un danger est une source potentielle de dommages, de préjudice ou d'effets nocifs à l'égard d'une chose ou d'une personne. Et un risque, c'est la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un dommage et de la gravité de ce dommage. Donc, pour donner un petit exemple, une chose très dangereuse peut représenter en réalité un faible risque. Par exemple, un requin affamé, c'est dangereux. Mais il y a peu de risques d'être attaqué par un requin affamé à la baule, par exemple. On est d'accord? Ou partout ailleurs. Enfin, alors qu'une piqûre de moustique, c'est pas hyper dangereux de base. Mais si vous êtes un homo sapiens, ça accroît vos risques d'attraper des maladies. Donc, de fait, dans le monde des humains, les piqûres de moustiques ont plus de conséquences que les morsures de requins. Donc, ça pose le principe de nuance entre risque et danger. Et puis, l'autre nuance, c'est entre la prudence, la prévention et la précaution. Donc, je vais vous faire un petit descriptif rapide. La prudence concerne les dangers connus. On est prudent devant un gros chien parce que c'est dangereux, un gros chien, ou quand on monte une échelle, ou quand on prend la moto, parce qu'on sait qu'il y a des risques avérés. La prévention concerne les risques avérés, les risques connus également, et on parle de prévention routière, et on comprend ce que ça veut dire. On sait quels sont les chiffres, on sait quels sont les risques quand on prend sa voiture, donc on peut prendre des mesures pour éviter les dangers ou pour réduire les conséquences. Et puis on a la précaution, qui sont le principe qui maintenant est dans la Constitution depuis l'an 2010, me disait M. Farge. 2005. Bon, il me semblait que c'était 2005. La charte de l'environnement, c'est 2005, oui. 2004, excusez-moi. Voilà, oui. Ah, 2004. Bon, alors j'ai mes sources qui disent n'importe quoi, je ne sais plus ce que je dis, c'est ma faute. Donc, les activités humaines ont des effets sur notre environnement. On ne peut pas toujours mesurer les conséquences. Mais parfois, on peut considérer qu'il existe un risque d'effet néfaste grave sans qu'on sache l'évaluer. Donc le principe de précaution, d'une certaine manière, c'est une tentative de gérer l'imprévisible, en tout cas l'incertain. Donc le principe tel qu'il existe a pour but de nous éviter dans le futur, à nous et à nos successeurs, de regretter amèrement des choix actuels. Et c'est pour ça que ce n'est pas un principe d'inaction, mais c'est un principe d'action, au contraire, pour réduire et pour développer des alternatives par rapport à ces risques. Donc comment faire? J'ai une série de questions que je vous soumets. Et dans vos procédures, vous verrez si vous voulez y répondre ou pas, si ça vous paraît pertinent. Comment gère-t-on rationnellement l'incertitude des risques? Comment prend-on des décisions quand les dangers sont incertains? Le principe de précaution est-il utile?
Est-il bien employé? Est-il compris? Et puis, moi-même, lui ai-je rendu justice dans cette introduction? Voilà, je vous remercie. Le tirage au sort a désigné M. Farge pour ouvrir et pour donner sa position sur ce principe-là. Je lui laisse donc la parole. Merci beaucoup. Ah non, attendez, bah non, je suis bête. On a une introduction en vidéo avant, bien sûr, puisqu'on a une courte vidéo de la chaîne La Philo en petits morceaux, dont Philippe Tomine est présent. C'est lui qui a écrit cette vidéo. Donc bonjour, voilà. Et donc on a 5 petites minutes pour revoir en vidéo, mieux que ce que je vous ai raconté, ce que c'est que le principe de précaution. Observons la Terre avec notre ami, le maître de l'univers. La Terre? Ah non, ça m'intéresse pas. C'est toujours pareil, la Terre. Toujours les mêmes petites guéguerres, là. Ça tourne en rond, la Terre. Ah non, il y a du nouveau. Et qu'est-ce qui a changé? Ben regardez, patron. Maintenant, ils sont capables de réchauffer le climat, de faire disparaître des espèces entières. Ils ont même fait un trou dans la couche d'ozone. Bah, qu'est-ce qui leur arrive? Et comment ils se débrouillent avec tout ça, alors? Ah ben là, je vois pas très bien. Ah si, certains parlent du principe de précaution. C'est quoi, Tess? Ça vous intéresse, patron? Bah, on sait jamais, ça peut servir. Écoutez, boss, j'étudie la question et je vous fais un petit topo, d'accord? Bon, allons-y, patron. Un des premiers cas où les terriens ont appliqué le principe de précaution, c'était pour une histoire de trou dans la couche d'ozone. Parce que, au départ, le principe de précaution, ça concerne l'environnement. L'ozone protège contre les rayons ultraviolets, qui sont dangereux pour les organismes vivants. Ce trou est donc une menace grave et massive. Les terriens ont interdit l'utilisation industrielle de certains gaz qui pouvaient contribuer à agrandir ce trou avant d'avoir des certitudes scientifiques sur le rôle précis joué par ces gaz. Eh bien c'est ça le principe de précaution. Si les menaces sont graves et massives, on agit avant d'avoir des certitudes pour éviter qu'il soit trop tard. Vous suivez, patron? Alors après, les humains ont commencé à appliquer le principe de précaution aussi au domaine de la santé. Mais alors là, ils ont été moins bons, hein. Par exemple, ils ont tardé à interdire la transfusion du sang contaminé par le virus du sida, en disant qu'il fallait attendre encore un peu que la science lève les dernières incertitudes, que c'était pas si grave, et finalement, c'était trop tard. Faut dire que jusqu'à présent, les pauvres étaient habitués seulement à la prévention, c'est-à-dire à dire stop à des risques bien prouvés scientifiquement, comme pour l'alcool. Mais la précaution, c'est agir avant d'avoir toutes les certitudes. Et ça, c'est nouveau pour eux. Et donc pas facile à mettre en place. C'est vrai. Avant, les choses étaient plus simples. Nous, les scientifiques, on se mettait d'accord sur un sujet et on pouvait dire « Voilà ce que dit la science, suivez son avis ». Maintenant, on est souvent obligé de dire « On n'est pas encore sûr des conséquences de telle ou telle évolution technologique, mais attention, ces conséquences peuvent être si graves qu'il faut prendre des précautions. » C'est fini le bon temps où le monde de la technique était comme un effet positif et contrôlable de la science. Maintenant, la technique semble échapper à notre contrôle. Avant, on portait l'étendard du progrès. Maintenant, on se retrouve à lancer des alertes. Bah dis donc, ils se sont mis dans une situation compliquée, nos petits amis terriens, non? C'est leur côté bricoleur, patron. Ils adorent développer des nouvelles technologies. Ils n'arrêtent pas avec leurs petites mains. Mais ils utilisent un peu leur tête aussi de temps en temps. Ah oui, des fois ils réfléchissent. Enfin, un peu. Certains se sont même rendus compte qu'ils devaient penser une nouvelle éthique. Avant, leur éthique ne concernait que les rapports des hommes avec leurs contemporains. Maintenant qu'ils peuvent transformer durablement leur environnement, ils sont obligés de penser une éthique qui englobe les rapports avec les autres espèces et même avec tout leur écosystème.
et puis qui englobe aussi les générations futures. Ouh là là, ils ont dû avoir du mal à penser tout ça avec leur petite tête. Attendez, ils sont loin de s'être mis d'accord. Il y a ceux qui disent que la technique va résoudre les problèmes créés par la technique et qui veulent continuer sur le même modèle. Pour eux, le reste, c'est irrationnel. Ah, il y a ceux qui veulent revenir en arrière et même diminuer la population humaine de beaucoup. Et puis, il y a ceux qui croient toujours à la science, mais pensent qu'elle doit être consciente de ses limites. Aujourd'hui, elle ne peut plus prétendre maîtriser tous les risques technologiques. Et qui est-ce qui va gagner dans tout ça? Difficile à dire pour le moment, patron. Bon, ça devient intéressant la Terre. Tu la remets sur la liste des planètes à suivre. Allez, on va faire un tour sur Z236, dans la galaxie d'Andromède. Il n'y a pas longtemps, ils étaient sur le point de faire tout péter les zigotos là-bas. C'est parti! Voilà. Donc maintenant, vous savez tous sur le principe de précaution, je crois. Mais on va aller plus en profondeur, donc avec M. Farge, qui va donc donner son opinion sur est-ce que c'est un progrès, est-ce que ça s'oppose au progrès, ou est-ce que c'est les deux, et comment on fait. Alors, je vais commencer par vous dire que j'ai horreur de la pensée binaire. Donc, c'est à la fois un progrès et c'est à la fois un frein. Bon. J'ai aussi horreur de la pensée monopolaire. Voilà ce qu'il faut faire. Tout est compliqué et c'est toujours entre deux positions extrêmes où il faut essayer de mettre le curseur. En tout cas, c'est mon expérience professionnelle qui, malheureusement, est très très longue. Alors, dans le domaine de l'environnement, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement. J'ai une longue carrière de physicien. J'ai été à l'origine de l'école du rayonnement synchrotron. C'est moi qui animais le groupe qui a conçu le synchrotron de Grenoble. Et puis, j'ai été pendant 15 ans dans l'industrie. En parallèle, j'ai fait énormément de choses, dont en particulier, excusez-moi, je mets en route mon chrono. En particulier, la présidente du conseil scientifique de l'ADEME. J'ai présidé un groupe d'industriels à Bruxelles où nous avons en particulier traité de ces questions-là. À titre personnel, il y a deux sujets dans lesquels je me suis investi, puis ensuite je vais revenir sur le principe de précaution. Le premier sujet, c'est que mon entreprise, qui était Péchinet, pendant un moment a été leader mondial de l'emballage. Et donc, chacun d'entre nous sait que les emballages posent des problèmes environnementaux. Et alors, c'est très compliqué, justement, parce que grâce à l'emballage, entre la chaîne du froid et l'emballage, dans un pays comme la France ou les pays développés, vous n'avez quasiment plus aucune perte alimentaire entre le champ et la maison, une fois qu'on a fait les courses. Les grandes pertes alimentaires, c'est dans les frigos. On ne consomme pas ce qu'on a acheté. Bon. Si vous prenez des pays africains, mais même en Russie, ça a dû s'améliorer, à l'époque, c'est 50% de pertes. Donc on voit de nouveau quel est l'avantage, l'inconvénient de l'emballage par rapport aux pertes. Il n'empêche que j'avais lancé un grand projet Eureka qui permettait, on avait le plastique, le verre, l'aluminium et le papier. Les gens de l'acier n'avaient pas voulu, tant pis pour eux. Et donc au niveau européen, par exemple, dans le domaine de l'aluminium, nous avons réussi à développer une technologie qui permet d'extraire l'aluminium des tapis roulants en amont ou en aval des incinérateurs d'ordures, et on doit être à récupérer de l'ordre d'1 million de tonnes en ce moment. Donc voilà, il y avait une conscience de ça. Deuxième chose où j'ai passé beaucoup de temps, alors cette fois-ci 6 à 7 ans, pour des raisons trop compliquées, je ne vais pas développer, mais c'est dans le plan bâtiment Grenelle, et j'ai passé énormément de temps à voir comment on pouvait réduire les dépenses, les consommations d'énergie dans le bâtiment. Et de nouveau, parce que je suis, contrairement à Claude Allègre ou des gens comme ça, j'ai lu beaucoup de choses et je suis personnellement convaincu, sans avoir une certitude à 100%, mais une conviction suffisante qu'il y a un réchauffement climatique anthropique
dont les conséquences négatives sont bien plus importantes que les conséquences positives, car il y a aussi des conséquences positives. Donc à partir de ça, il me paraissait très important de réduire la consommation d'énergie des bâtiments qui, grosso modo, représente 44% de la consommation d'énergie. Voilà, si vous voulez, mon approche personnelle, mon approche personnelle de ces sujets. Alors, en fait, je suis membre de l'Académie des technologies, académie qui est peu connue. Elle a 11 ans d'âge et elle s'intéresse aux technologies. Alors, nous sommes dans un pays où on croit que la technologie est fille de la science. Ce qui est parfaitement ridicule. On a fait des arcs, on a fait de la poterie, on a taillé des silex bien avant les silex, de connaître la mécanique de la rupture. Il y a des physiciens à Nancy qui travaillent sur la mécanique de la rupture. Donc, la technologie est sœur de la science. Elle est née avant. Et quelque chose qui est très important, que nous disent les préhistoriens, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'émergence du langage et l'émergence de l'outil. La technologie, c'est l'outil. Et donc, l'outil est quelque chose qui permet aux humains de dialoguer. Mais comme le langage, l'outil est toujours comme Janus. Ça m'amène au principe de précaution, bien entendu. On était trop jeunes, heureusement, et pas nés en 1932, mais on sait bien comment le langage a pu conduire à des millions de morts. On sait très bien aussi que l'arc, qui permettait de chasser plus facilement, permettait aussi de tuer plus facilement. Donc, toute technologie a des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça que je n'aime pas la pensée binaire. Il faut toujours essayer de trouver l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Prenons un exemple, l'automobile. Est-ce que si on avait su en 1900 que l'automobile intégrée jusqu'à maintenant ferait, je ne sais plus, 5, 6, 7 millions de morts, 50 millions de blessés graves, est-ce qu'on aurait fait l'automobile? Est-ce qu'il fallait la faire? Et puis c'est très compliqué, parce que l'automobile a bouleversé complètement l'urbanisme, le mode de travail, les déplacements. Donc on voit qu'on est dans des sujets qui sont extrêmement compliqués et qu'il est rare que l'on ait quelque chose de complètement linéaire. Il y en a quelquefois, mais c'est très rare qu'il y ait quelque chose de complètement linéaire. Alors l'Académie des technologies, donc, je vous incite à aller sur son site, c'est simple, académie-technologie.fr, et vous trouverez tous les documents sur le principe de précaution et beaucoup d'autres documents. Nous avons eu un petit débat, au moment justement, et c'est 2004, excusez-moi, nous avons eu un petit débat, j'essaye de mettre un peu... vous m'arrêterez. Nous avons eu un petit débat et il y avait un certain nombre de confrères et consoeurs qui étaient contre le principe de précaution en disant que c'était une absurdité. Moi, mon point de vue, il a été simple, je n'avais ni à être pour ni à être contre, c'était un principe constitutionnel et l'Académie des technologies n'avait rigoureusement pas les moyens de changer la Constitution. Donc on fait avec ce qu'on a et qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai animé un groupe de travail qui s'est focalisé sur les usages du principe de précaution. Et pour ça, alors, nous avons auditionné un certain nombre de gens avec des compétences très variées, des juristes, des médecins, des technologues. Donc ce débat aussi était lié à une sensibilité de plus en plus forte, croissante de notre société, aux risques et aux incertitudes concernant l'avenir. Et ça, c'est un sujet intéressant parce que nos sociétés riches sont évidemment beaucoup plus sensibles à ces incertitudes que les sociétés pauvres. Alors, je reviens maintenant vers la technologie. Il me reste combien de temps? Encore 2 minutes. Combien? 2. On m'avait dit 10. Il en reste 2. J'ai bouffé déjà 8 minutes? Bon, je me débrouillerai, je rattraperai après. J'aime bien, je reviens un peu en disant que nous sommes des Homo sapiens technologicus. Donc, technologicus, personne d'entre nous ne peut vivre sans outils, sans technologie. Nous serions tout nus dans la forêt et on ne vivrait pas très longtemps.
Donc, l'humain, c'est les outils technologiques. Mais il est sapiens aussi. Il est sapiens, et donc il y a le savoir, et donc l'esprit. Les technologies doivent se développer, mais l'esprit doit aider à ces développements. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est très rarement linéaire. C'est très rarement linéaire. Vous prenez les microprocesseurs qui sont arrivés à la fin des années 60, vous êtes tous trop jeunes, mais moi je peux vous dire que la première calculette qui faisait les multiplications et les divisions, c'était absolument révolutionnaire. Qui pouvait prédire que ces microprocesseurs conduiraient à YouTube, conduiraient à Google, enfin tout ça, c'était parfaitement imprédictible. Donc, nous sommes dans l'incertitude des développements des technologies. Je parle bien des technologies, même si j'ai été scientifique. Donc, le temps est très important. Et dans le principe de précaution, justement, le temps est prévu. Le temps est prévu et on a toujours le temps. On a toujours le temps. Ensuite, Pas toujours. On a presque toujours... Enfin, il faudra que vous me donniez des exemples. En tout cas, il reste moins d'une minute. Il faudra que vous me donniez des exemples où on n'a pas le temps. Moi, je parlais de maintenant. Pardon ? Je parlais de maintenant, en fait. Bon, il faudra vous me donner des exemples où on n'a pas le temps. Alors ensuite, bien entendu, il faut être dans des approches, et c'est ce que montrait le film qui était là, il n'y a pas que la logique scientifique, il n'y a pas que la logique technique, il y a la logique sociale, tout ça est très compliqué, mais il ne faut pas que les uns empiètent sur les autres. Si je reprends par exemple les téléphones mobiles sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, il y a eu toutes des enquêtes, il y a eu une enquête épidémiologique énorme, puisqu'il y a quand même 2 milliards de téléphones qui circulent. Donc s'il y avait autant de cancers du cerveau que ça, on le saurait. Bon. Les scientifiques, les spécialistes du cancer ont dit on ne voit rien. Bon, on ne voit rien. Il n'empêche que le président de l'AFSET, c'est l'Association française, etc., qui est une émanation du politique, a transformé la vie des scientifiques en disant on n'est pas complètement sûr qu'il n'y ait rien. Alors ça, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que le politique peut dire même si scientifiquement il n'y a rien du tout, il y a des craintes qu'il peut y avoir, on peut prendre des précautions, mais chacun dans ce dialogue doit être à sa place et ne doit pas imposer son point de vue aux autres. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps, mais j'en profiterai après pour revenir sur un certain nombre de points. D'accord. Merci pour cette introduction. Donc, du côté de M. Gouillon, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, en 2 mots, donc je suis agronome de formation, mais moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre la diversité du monde vivant. Et donc j'ai travaillé toujours dans des laboratoires de recherche publics du CNRS avec des crédits publics et un statut de fonctionnaire, ce qui m'a évité de me faire virer parce que donc comme je m'occupais des questions de diversité et que j'étais agronome, il s'est trouvé que j'ai pris un certain nombre de positions, en particulier concernant les biotechnologies et les OGM, où j'ai fait remarquer qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient liés à ce genre de technologie et où j'ai même fini par défendre des gens qui étaient des activistes anti-OGM. Et évidemment, quand j'étais à la direction du CNRS, quand j'ai été témoigné dans la défense du procès de José Bové, quand il avait arraché 3 graineries à Montpellier, ça a été très mal pris par la direction du CNRS qui m'a évidemment viré, mais j'ai jamais perdu mon poste et j'ai pu continuer à faire mes recherches. Alors voilà, donc quand il se trouve que donc, comme j'ai été enseignant un peu partout dans ces domaines-là, j'ai eu la chance d'avoir quelques étudiants qui ont eu un peu de poids après, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, à qui j'ai enseigné l'écologie quand elle était étudiante et qui, du coup, m'a un peu impliqué dans certains débats et en particulier dans celui sur le principe de précaution, parce que quand en 2004, donc, le président de la République a décidé d'annexer à la Constitution de la Ve République une charte de l'environnement, cette charte de l'environnement contenait le principe de précaution. Alors je vais quand même vous dire en gros ce que c'est que le principe de précaution. Il dit que en présence d'une incertitude concernant un risque grave et irréversible concernant l'environnement ou la santé humaine, eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves du risque pour commencer à prendre des mesures.
Voilà, hein, donc incertitude, risque grave et irréversible, environnement, santé humaine, et on peut prendre des mesures avant d'avoir des preuves. Voilà, donc c'est ça le principe de précaution. Il est dérogatoire du droit classique, puisque dans le droit classique, si votre voisin veut faire quelque chose, tant que vous ne pouvez pas prouver que c'est dangereux, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Donc il y a effectivement quelque chose d'original dans ce principe de précaution. A priori, on se dit, bah oui, évidemment, si jamais il y a un risque grave, mais même si jamais c'est pas prouvé, il faut faire quelque chose. Mais enfin, bon, sur le plan du droit, c'est compliqué, hein. Et donc voilà, quand la charte de l'environnement a été rédigée, donc à l'époque, eh bien, c'était Jacques Chirac qui était le président de la République. Il était largement inspiré par Nicolas Hulot dans cette affaire. Il se trouve que depuis, moi j'ai coopéré avec Nicolas Hulot et que j'ai été longtemps président du conseil scientifique de la FNH. La FNH, ça voulait dire Fondation Nicolas Hulot jusqu'à il y a un mois. Maintenant, ça veut dire Fondation pour la nature et l'homme, puisqu'un ministre ne peut pas présider une fondation. Et donc, et ce qui a eu de très intéressant au moment où cette charte de l'environnement a été lancée, c'est que toutes les émanations de la science française et de la technologie française qui sont liées dans les instituts, hein, qu'on le veuille ou non, eh bien, c'est-à-dire l'Académie des sciences, le CNRS, l'INRA, recherche agronomique, l'INSERM, recherche médicale, l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, ont assiégé l'Élysée en disant au président qu'il ne fallait à aucun prix développer ce principe de précaution parce que ça allait freiner le progrès. Et ce qui a été remarquable, c'est que des débats ont été organisés à cette époque-là, donc j'ai eu la chance d'en faire partie, et c'était assez drôle parce que dans ces débats publics, donc les représentants de ces institutions venaient nous dire que eh bien, le principe de précaution allait freiner le progrès, et quand on leur répondait, moi j'étais de l'autre côté, hein, je leur répondais, mais enfin, est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas le progrès? Au fond, le progrès, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul progrès possible? Ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à chaque instant, il y ait plusieurs progrès possibles et qu'on puisse choisir celui qui nous plaît le mieux et que le principe de précaution fasse partie des critères de choix parmi ces différents progrès? Eh bien, en réalité, il n'y a pas de réponse. Et d'ailleurs, quand mon prédécesseur disait qu'on avait le temps, je vais démarrer le débat, eh bien, ça n'était pas du tout le discours de ces gens, parce qu'ils disaient on n'a pas le temps, il faut développer le progrès aussi vite que possible, dans un contexte de compétition économique internationale. Celui qui ne va pas le plus vite possible va être perdant. Et donc, nous ne devons à aucun prix freiner les possibilités techniques que nous offrent toutes les découvertes, qu'elles soient technologiques ou scientifiques, ou les deux, on va dire techno-scientifiques, hein. Voilà. Et ça, je pense que c'est effectivement un peu catastrophique. Et alors pour la question des OGM, moi j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait, et je voudrais vous dire que progressivement, j'ai eu l'impression que se développait dans la communauté techno-scientifique, et je parle de techno-scientifique parce que aujourd'hui, au fond, alors je pense qu'il y a des très grandes différences entre disciplines, et là vous avez un physicien et un biologiste, parce qu'on ne vit pas dans le même monde. La biologie est devenue strictement une technoscience, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus de recherche fondamentale en biologie. Les biotechnologies sont devenues un truc tellement important, c'est tellement les biotechnologies qui financent les laboratoires de biologie que tout compte fait, il n'y a plus beaucoup de recherche fondamentale dans ces domaines. Et c'est tout à fait regrettable à mon avis. Ça, on pourra en reparler après si vous voulez. Donc, en tout cas, en biologie, ce que j'ai vu, c'est se développer une espèce de foi religieuse dans le progrès. Et cette foi était largement partagée dans la communauté des scientifiques et des technoscientifiques en général. Et ce progrès, donc, c'était pas bien sûr, on croit tous qu'il y a des progrès possibles, mais l'idée que le progrès, c'est le fait d'appliquer aussi vite que possible et aussi fort que possible toutes les possibilités techniques qu'on a sans prendre de précautions, ça, je pense que c'est pas aussi partagé que ça dans la société, mais que dans le monde scientifique, c'est très fort, et que dans certains milieux, en particulier, par exemple, l'Union rationaliste, je ne sais pas si vous connaissez, mais eh bien, l'Union rationaliste a développé une critique des gens qui critiquent le progrès qui est tout à fait religieuse. Et c'est tout à fait remarquable de voir ces gens qui sont a priori très anti-religieux se mettre à avoir une attitude parfaitement religieuse par rapport à leur objet. Alors, ça c'est un premier problème, hein, c'est que je suis en face de collègues qui sont absolument convaincus que tout ce qu'ils font sera bon pour l'humanité. Des gens qui croient vraiment qu'en changeant un petit gène dans une plante, ils vont réussir à sauver l'humanité de la faim dans le monde, etc. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple de cette foi complètement folle.
Deuxième, alors le problème, c'est que dans ces affaires, eh bien, il y a aussi beaucoup d'argent et que du coup, eh bien, il y a eu tout un système pour fabriquer de l'incertitude. Ça a commencé avec le tabac. Hein. Ça a commencé, bien sûr, il y a eu d'autres choses, mais le tabac, ça a été un moment très fort. Les industries du tabac américaines ont payé des fondations très très richement pour embaucher de très grands scientifiques, et c'est allé jusqu'au président de l'Académie des sciences américaines, pour jeter le doute. Hein, donc il y a un remarquable livre qui s'appelle Les marchands de doute, hein, qui est sorti il y a quelque temps, là-dessus, enfin et jeter le doute sur toutes les manips qui montraient que le tabac pouvait être dangereux. Et évidemment, une manip scientifique, c'est jamais du premier coup une preuve définitive de tout ce qu'on voudra. Il y a toujours des possibilités d'interprétation différentes, etc. Et ces marchands de doute, alors ces marchands de doute étaient des gens très politiquement fixés, très conservateurs américains, très anticommunistes, et ils estimaient que le rôle de l'État devait être nul dans les décisions, puisque c'était la liberté individuelle qui devait primer, et que du coup, toute législation, etc., sur le tabac était mauvaise, puisqu'elle allait contre la liberté, c'était un truc de communiste. Voilà. Et les écologistes, c'est pareil que les communistes, hein, vous savez que les écologistes, c'est comme les pastèques, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, enfin, en tout cas, c'est ce que disent ces gens-là, et donc, voilà. Alors, ils ont fini par perdre. Hein, maintenant, tout le monde admet que le tabac a des effets nocifs sur la santé. Et du coup, ces fondations se sont reconverties dans jeter le doute sur le climat, hein, et jeter le doute sur les dangers liés aux biotechnologies, etc. Donc, par exemple, en France, on en a un génial qui s'appelle Claude Allègre. Hein, il a monté une fondation, et dans sa fondation, on n'arrête pas de montrer à quel point il n'y a aucun risque avec les OGM, etc., etc. Voilà, alors je voudrais juste, parce que j'ai plus qu'une minute, vous dire que, pour vous montrer un petit peu le type de folie qui s'empare de notre communauté scientifique à ces sujets. On a créé un OGM qui est un OGM gentil, ça s'appelle le riz doré. Alors pourquoi c'est du riz doré? Parce que quand on mange que du riz, ce qui arrive à certaines personnes dans le sud-est asiatique, eh bien, on manque de vitamine A. Et le manque de vitamine A, ça crée une cécité. Ça fait que les enfants deviennent aveugles. C'est affreux. Et donc, un bienfaiteur de l'humanité a décidé de mettre le gène de vitamine A dans le riz. Alors, la vitamine A, c'est du carotène. Enfin, c'est des précurseurs. Donc, ça fait comme les carottes. Vous voyez, ça fait un riz qui est très joli et jaune. Et voilà, vous voyez bien que les OGM, c'est génial, puisque ça va sauver ces pauvres enfants de la cécité. Voilà ce qui va vous être raconté. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, ça arrivera. On va même vous dire pire, c'est que figurez-vous que Greenpeace a critiqué ce riz doré. Et à cause de Greenpeace, les agriculteurs du sud-est asiatique ne cultivent pas le riz doré. Et donc à cause de ça, à cause de Greenpeace, il y a des pauvres enfants qui deviennent aveugles. 127 prix Nobel, c'est-à-dire un tiers des prix Nobel vivants actuellement, ont signé une pétition accusant Greenpeace de crimes contre l'humanité à cause de ça. Ce qui montre à quel point ils ne savent rien de la façon dont fonctionne la culture du riz. Vous ne croyez pas que les paysans du sud-est asiatique obéissent à Greenpeace? Pourquoi ils ne cultivent pas le riz en question? Tout simplement parce que ce riz ne produit rien. Il est effectivement très capable de produire du carotène, sauf que du coup, il prend toute son énergie pour faire le carotène et il ne pousse pas. Le rendement de ce riz est nul. Il a été essayé par les systèmes agronomiques du sud-est asiatique qui ont montré que ça ne valait pas le coup de cultiver ce riz, qu'il était mauvais. Et pour tout vous dire, la solution, elle existait avant, elle a été foutue en l'air par l'agriculture industrielle, par le progrès de l'agriculture industrielle. Au lieu, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des aubergines au bord des champs, et puis quand on mangeait le riz, on mettait les aubergines avec. Les aubergines sont pleines de vitamine A et tout allait bien. Remettre quelques aubergines autour des champs de riz, ça serait une solution et ça réglerait le problème. Mais ça, c'est pas le progrès pour ces gens-là. Le progrès, c'est pas de mettre des aubergines dans le riz, c'est de prendre les gènes des aubergines et de les foutre dans le riz. Ça, c'est du progrès technique. Et du coup, là, eh bien, on va fabriquer un riz qui marche pas. Et si jamais les agriculteurs ne le cultivent pas, au lieu de se demander pourquoi ça, c'est pas une bonne solution, eh ben, on va accuser Greenpeace de crimes contre l'humanité. Voilà, je voudrais vous dire qu'actuellement, la difficulté que j'ai, moi, c'est que sur ces questions, les scientifiques ne sont absolument pas prêts
à voir qu'il y a des précautions à prendre parce qu'ils sont convaincus que toute la technologie n'est que bonne, qu'il n'y a aucun risque et que tous les gens qui disent qu'il y a des risques sont de dangereux partisans du retour en arrière. Et donc sur ce plan-là, je pense que le principe de précaution est extrêmement important pour essayer de contrer un petit peu cette folie. Bon, il y a un vrai débat, vous voyez. Et donc, alors, le format propose que M. Farge reprenne la parole pendant 5 minutes pour réfuter, si jamais il y a besoin de réfuter la thèse de M. Gouillon, et inversement, par rapport aux critiques que vous voudrez formuler à l'introduction ou pas. Et après, on vous donne la parole. Alors, c'est comme ça, oui. Je suis partiellement d'accord avec toi, mais pas totalement. L'Académie des technologies a comme devise pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Tout simplement parce qu'une technologie n'existe que si elle est vivante dans la société. Elle ne peut pas être imposée par les technologues, elle ne peut pas être imposée par les scientifiques, il faut qu'elle soit utile et utilisée. Donc là-dessus, tout à fait d'accord. Sur les OGM, je ne suis pas compétent, mais je n'arrive pas à croire que tout est mauvais. Pas plus que je n'arrive à croire que tout est bon. J'ai bien connu l'histoire du tabac, j'ai connu qu'il était dans mon domaine scientifique. Le président de l'Académie des sciences de Seitz, Frédéric Seitz, qui a été littéralement acheté par l'industrie. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises, si tu me dis que c'est tout mauvais, j'y crois pas. Si tu me dis que c'est tout bon, j'y crois pas. Voilà. En termes de précaution, qu'est-ce qu'il faut faire sur cette nouvelle technologie? Ah bah très bien, bah alors on oublie le oui, format. On va pas faire tout à fait comme... Je vais bien. dire très rapidement, en fait ce qui se passe c'est qu'on homogénise terriblement les cultures. L'agriculture actuelle fabrique, tu regardes l'Amérique du Sud, tu as des millions d'hectares avec le même soja. Et le jeu consiste pour les entreprises qui font ça à réussir à vendre la même variété sur des quantités absolument folles. Or ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce qu'à partir du moment où on a des... Alors ça a deux défauts. Un défaut très visible tout de suite, c'est qu'évidemment, du coup, ces cultures sont incapables de se défendre et qu'il faut mettre des pesticides en quantité pour arriver à les faire tenir. Et même qu'un jour ou l'autre, eh bien, nos pesticides suffiront plus et qu'on aura des vraies épidémies dans ces champs. Tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est un argument que j'entends tout à fait. Et qu'en particulier Monsanto puisse avoir le monopole des semences et oblige les cultivateurs à passer par lui, je suis tout à fait d'accord. Mais tu n'as pas tout à fait répondu à ma question, à savoir qu'il y aura certains OGM qui ne seront pas nécessairement entre les mains de gros monopolistiques, et avec CRISP, on va avoir aussi d'autres évolutions, et comment on va faire pour utiliser correctement le principe de précaution pour séparer l'ivraie du bon grain. Non, je suis d'accord qu'on peut très bien imaginer des OGM qui soient utiles. Ceci dit, le gros problème, c'est que tous les OGM, c'est leur point commun, le gène est breveté. Et du coup, le gène est breveté, l'introduction du gène est brevetée. Et du coup, eh bien, ça prive la possibilité à n'importe quel agriculteur dans le monde d'utiliser les génomes en question, et c'est tout le génome, du coup, qui est privatisé. C'est-à-dire qu'en mettant un gène breveté dans un génome, les entreprises s'approprient tout le génome. Et ça, c'est un vrai problème avec tous les OGM. Et je pense que si on enlevait le brevet, j'ai plus aucun problème avec les OGM. Mais le brevet, c'est un problème terrible pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça empêche des agriculteurs de ressemer les semences, donc ça empêche de mettre en place une agriculture qui produit de la diversité. Et deuxièmement, le problème, c'est que du coup, ça permet de piquer les gènes des autres. C'est-à-dire qu'au Canada, il y a eu des procès extraordinaires où un agriculteur contaminé par les gènes Monsanto des voisins n'a plus le droit de semer ses semences parce que Monsanto a montré que leur gène était là. Donc ça, c'est un problème global. Et comme du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de ces entreprises, c'est de s'approprier toute la nourriture de la planète. Vous vous rendez compte, le pouvoir énorme? Je comprends, moi, qu'ils mettent tous les moyens possibles là-dedans. Mais du coup, c'est là qu'il faudrait réglementer encore plus fort, étant donné l'immense importance de ça. Or, vu les enjeux, je ne peux pas espérer qu'il y ait une vraie honnêteté dans les évaluations de risque. Je me permets, parce que M. Farge est d'accord avec vous, mais du coup, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas produire un OGM sans brevet? Est-ce que le riz de riz, il y avait un brevet dessus? Bien sûr, il y en avait 50. Ah bon. Il y avait 50 brevets, sauf que tous avaient dit que pour l'exploitation du riz doré, il serait gratuit. Voilà, oui, mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est si jamais le riz doré se croise avec le riz du voisin, que le gène dans le champ du voisin, c'est plus du riz doré.
eh ben, il est plus gratuit. C'est-à-dire que le principe de ces gènes brevetés, c'est que vous allez vous approprier toute la diversité de la planète parce que ces gènes se reproduisent et vont chez le voisin. Et ça, donc là, c'est plus un problème, pardon. Alors, un problème il y a une analogie, que de il y a une technologie. analogie qui est intéressante, mais probablement pas utile, qui sont les open source pour tout ce qui est logiciel. Bon, ça c'est un progrès formidable, mais l'économie immatérielle n'est pas la même chose que l'économie matérielle. C'est des choses qu'on oublie un peu trop. Donc, est-ce que tu crois qu'on pourrait arriver à l'open source dans le brevetage du vivant ou pas du tout? C'est-à-dire qu'on l'essaye, il y a des On peut peut-être semences expliquer paysannes. ce qu'est l'open source, vous savez ce que c'est? C'est des logiciels qui sont... L'open source, ce sont des logiciels qui appartiennent à tout le monde, qui ont été développés collectivement et qui n'appartiennent à personne d'autre. Alors, vous prenez, par exemple... Unix. Pardon? Unix Linux, pardon. Oui, Linux, voilà. Linux, c'est open source. Hein, ça n'appartient à personne. C'est développé collectivement et vous avez un accès gratuit. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres. Excuse-moi, oui. Non, mais l'analogie avec les OGM, le problème actuel, c'est que, imaginez que vous ayez des systèmes avec effectivement des open source, mais qu'il y ait des virus qui puissent se propager sur le web et que quand un virus arrive dans votre logiciel open source, et ben, du coup, crac, votre open source, il devient privatisé parce que le virus est breveté. Et c'est ça qui se passe actuellement. C'est-à-dire que lorsqu'une plante avec un gène breveté se féconde une plante non OGM, eh bien, le brevet se retrouve dans la descendance. Et donc, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas la technologie elle-même qui pose le problème. Seulement, le problème, c'est qu'actuellement, c'est à ça qu'elle sert. Et ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Le problème, c'est rarement une technologie en elle-même qui est mauvaise, c'est la façon dont elle est utilisée. Or, la façon dont elle est utilisée par le système des grandes boîtes de biotech internationales est absolument scandaleuse de ce fait. Et vous savez... le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de perdre toute la... Et ça, c'est en train de se faire. C'est que d'ici 30 ans, on aura perdu toute la diversité des plantes cultivées de la planète. Il n'y aura plus que quelques dizaines de variétés issues de ces grosses boîtes. Et je vous garantis une catastrophe alors, hein, parce que quand on aura si peu de diversité que ça, un jour ou l'autre, il va y avoir des épidémies gravissimes qui vont se propager dans les champs, et ça va créer des épidémies, des famines absolument monstrueuses. Donc je pense qu'on est en train de mettre en place un risque énorme. Je ne sais pas si vous savez, mais vous savez qui sont les spécialistes, les professionnels du risque? C'est les assureurs. Hein, c'est leur métier, ça. Et bien, les compagnies de réassurance d'abord et d'assurance ensuite ont très rapidement dit qu'elles n'assureraient pas les OGM. Ils ont refusé d'assurer les OGM avec constance. Et il y a zéro assurance là-dessus. D'ailleurs, en France, les boîtes de biotech ont obtenu que ce soit l'État qui serve d'assureur. Hein, parce que les boîtes d'assurance ont absolument refusé, étant donné l'ampleur des risques et l'inconnu très très grande qu'il y avait derrière. Voilà. Monsieur Farage. Alors, on a parlé des OGM, mais... Oui, c'est pas forcément le thème. Il y a beaucoup d'autres domaines. Je pense que la question du brevet est une question très très importante. Et souvent, dans un certain nombre de domaines que j'ai connus et pratiqués, le brevet n'était pas important. C'était la vitesse à laquelle on allait sur le marché qui était importante pour arriver avant les autres. Donc, il y a en ce moment une déviation grave du brevet avec les lawyers américains, les avocats américains. Voilà. Alors maintenant, je voudrais revenir sur le principe de précaution pour dire que ça peut être un principe d'action et pas un principe d'inaction. Je pense, l'exemple que je voudrais prendre, que j'ai bien connu, c'est la téléphonie mobile et qui donnait des cancers à tout le monde, mal à la tête, etc. etc. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des études épidémiologiques qui n'ont rien montré. Et finalement, c'est un sujet qui s'est résorbé de lui-même parce que la valeur d'usage du téléphone mobile est tellement élevée qu'on est prêt à prendre le risque, éventuellement, même s'il y a quelque chose. Moi, j'ai un fils qui croit que c'est dangereux, bah, il se met une oreillette et puis voilà. Hein, donc, on n'a pas du tout bloqué, avec le principe de précaution. Sur les nanotechnologies, c'est très intéressant aussi, parce que c'est un sujet qui a disparu. Il a disparu.
Alors le physico-chimiste que je suis peut vous dire que les poudres microniques sont extraordinairement dangereuses. Tous les boulangers le savent. La farine est formidablement explosive parce que la réactivité de la surface est tellement grande par rapport au volume que c'est très dangereux. Mais dès que ces nanoparticules sont à l'intérieur, par exemple, de votre corps, hein, les protéines sont des nanoparticules, ou dans vos ciments, dans les alliages, etc., ça n'a plus aucun danger. Donc voilà quelque chose qui a été un faux débat. Et ça, c'est intéressant. Et puis, le principe de précaution, il y a eu aussi des très bons usages du principe de précaution, à commencer par le GIEC. Le GIEC est issu du principe de précaution. Le GIEC, ça veut dire le groupement international d'études du climat, hein, qui est ce groupement qui regroupe un très grand nombre de scientifiques mondiaux, qui est un peu attaqué parce que des fois il fait des recommandations un peu politisées, mais l'un dans l'autre, on peut dire que grâce au GIEC, nous avons une vision de l'évolution du climat que nous n'aurions pas autrement. Et que, bien entendu, le nouveau président des États-Unis ne cesse de vouloir tuer. Et puis on a bien parlé de la différence entre précaution, attendez, je cherche mes notes, hein, entre précaution et prévention. La prévention, ce sont des risques connus, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez, et que la prévention sont des risques inconnus. Mais il y a eu des abus. Et je voudrais, disons, prendre l'exemple de la grippe, hein, la fameuse grippe où on a voulu vacciner tout le monde. Or là, le risque était connu. Cette grippe avait déjà sévi dans l'hémisphère sud, et donc on savait très bien ce qu'elle était. On savait sa dangerosité, etc. Donc là, on n'était plus dans le principe de précaution, on était dans le principe de parapluie politique, ce qui n'est plus du tout la même chose. Ça coûtait une fortune, et on peut se poser la question de ce qu'on aurait pu faire avec ça. Voilà, donc c'est pour vous dire combien c'est compliqué. Et puis il y a des sujets qu'on ne traite pas, puis je vais m'arrêter, des sujets qu'on ne traite pas du tout. Moi, ça fait 15 ans que je le dis, puis maintenant je commence à être fatigué. On devrait appliquer le principe de précaution sur la privacy, hein, comment on dit en français, la vie privée. Pardon ? La vie privée. Sur la vie privée avec Internet. C'est hallucinant, absolument hallucinant, ce qui est en train de se passer. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, sommes complètement suivis, tracés, etc., avec des risques énormes. Où est le principe de précaution ? Qui agite le principe de précaution ? Un autre sujet aussi, qui nous a coûté des fortunes et qui va encore nous coûter des fortunes, qui est le trading à très haute fréquence. Le trading à très haute fréquence conduit évidemment les banques à prendre des risques tels qu'elles font faillite et que c'est nous, les contribuables, qui remboursons les dépenses des banques. Donc là, il devrait y avoir du principe de précaution. Alors, bien entendu, juridiquement, aujourd'hui, le principe de précaution ne s'applique qu'à l'environnement et la santé. Mais on pourrait réfléchir, avec des cas comme ça, sur une façon intelligente de l'appliquer sur des vrais sujets. Je n'ai pas le temps de vous raconter un débat avec un grand banquier suédois. J'y vais ? Malheureusement, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bon. On pourra en parler si les gens posent des questions sur ce sujet-là, mais c'est... Donc, en fait, vous avez compris, on n'a pas quelqu'un qui est contre et quelqu'un qui est pour le principe de précaution. On a bien démontré que vous le défendez aussi pour certains sujets. Vous voulez finir cette introduction ? Il y a juste un point dont je voulais reparler. Alors, premièrement, je vous parlais des marchands de doute, ça continue. Hein. Aujourd'hui encore, il y a eu un scandale avec un pneumologue français dont on a appris qu'il avait touché 150 000 € de total pour pouvoir raconter aux sénateurs qu'il n'y avait pas de problème avec les particules fines, etc. Il n'est pas cher, ouais, par rapport à Sites, c'est sûr. Mais enfin bon. Comment s'appelle ce monsieur ? Comment il s'appelle ? Attendez, je vais vous le dire. Le pneumologue Michel Aubier. Voilà. C'est dans la presse d'aujourd'hui, hein, oui, vous le trouverez partout. Voilà, donc, et puis surtout, le point dont je voulais vous parler, c'est sur le problème du bénéfice-risque. Parce que, évidemment, que tout le monde est prêt à prendre des risques si jamais il y a des bénéfices en face.
Hein, il faut pas. La caricature du principe de précaution, c'est s'il y a un risque, on fait rien. Mais non, bien sûr que non. On sait tous que quand on prend notre voiture, on prend un risque. Même quand on sort dans la rue, on prend un risque, etc. Simplement, je sais que je prends un risque en prenant ma voiture, mais ce que je sais de ce risque ne suffit pas à m'empêcher de la prendre parce que j'y trouve un avantage. Je sais que j'augmente nettement mes chances d'attraper un cancer du poumon en fumant, mais si j'aime fumer, je peux fumer. C'est mon bénéfice, c'est mon risque, c'est parfait. Après, je peux ne pas être d'accord pour que les autres m'en fument si je ne fume pas. Voilà. Et parce que la question, c'est qui subit le risque par rapport à qui a le bénéfice. Et ça, c'est une grosse difficulté, parce que dans beaucoup des systèmes qui ont donné naissance à des crises comme ça, les gens qui avaient les bénéfices n'étaient pas les mêmes que ceux qui prenaient les risques. Hein. Le grand but de l'industrie, c'est d'externaliser les risques. Hein, ça veut dire, c'est les autres qui paieront quand ça merdera et c'est moi qui vais gagner les bénéfices. Évidemment que là, le rôle de l'État est énorme, que c'est à l'État de dire non, si jamais vous mettez des risques en place, c'est à vous de payer. Et ce n'est pas à d'autres. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de ces questions, parce que la gestion du risque à l'heure actuelle, il ne s'agit absolument pas de demander le risque zéro, personne ne demande le risque zéro, mais en revanche, personne n'accepte de prendre des risques si jamais il n'a aucun bénéfice à en tirer. Voilà, ça c'est important. Alors, oui, votre micro. Est-ce que je peux te poser une question? Elle n'est pas provocatrice, mais moi j'étais assez choqué lorsque, au nom du principe de précaution, on a bloqué la recherche sur les cellules souches en France, qui a été développée ailleurs, et on a bloqué aussi, pas trop heureusement, tout ce qui était biologie synthétique. Or, on n'en était qu'au niveau de la recherche purement fondamentale. Alors, je vais te répondre très rapidement. Pour moi, ce n'était pas du tout du principe de précaution. Oui, mais c'était le prétexte, attention. C'est un problème d'éthique. Le problème d'éthique, il est réel. C'est-à-dire que les cellules souches, quand on les dédifférencie et qu'elles se reproduisent, il y a certaines manières de voir les choses qui permettent de dire que ce qu'on a fabriqué, c'est un embryon humain. Si j'appelle embryon humain un ensemble de cellules qui, si je les implante dans une femme, ça va faire un enfant, et bien ce truc-là, c'est un embryon humain. La question de savoir jusqu'à quel point est-ce que l'embryon humain doit être considéré comme une chose absolument sans valeur, ou doit avoir, peut-être pour des raisons purement symboliques... Pourquoi sans valeur Comment ? Pourquoi sans valeur ? Parce que quand on va faire de la recherche dessus, on va les transformer, on va les tuer. Ça a beaucoup de valeur. Comment ? Ça a beaucoup de valeur. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si jamais je te transforme en moelle osseuse pour me faire de la greffe, tu vois, peut-être que tu auras de la valeur, mais tu ne seras pas d'accord. Ah, oui, certes. Hein ? Et ben, c'est ça qu'on va faire à cet embryon. La question est de savoir si jamais il y a un respect à avoir vis-à-vis d'un embryon humain. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord ? Je pense que c'est un problème de philosophie, de théologie, de tout ce que vous voudrez. Et du coup, alors est-ce que c'est de la précaution ? On a dit, il faudrait peut-être, avant de démarrer ce genre de choses, réfléchir un petit peu à ces questions philosophiques. Ce n'était pas vraiment de la précaution, c'était plutôt une prudence par rapport à des questions philosophiques. Voilà, c'est tout. Donc ça pose la question du prétexte qu'on peut... Enfin, du fait que parfois, le principe de précaution est juste un prétexte. D'accord. Juste un commentaire, puis je vais essayer de me taire. Bon, j'ai une amie qui est psychothérapeute, très brillante, et justement, j'étais complètement paumé sur les problèmes d'éthique, et elle m'a présenté une distinction très simple. Il y a les valeurs, il y a l'éthique et la déontologie. Si vous prenez, par exemple, en Suisse ou en Belgique, où la mort assistée est autorisée, il y a eu un débat de valeurs. La société belge a dit oui, c'est dans nos valeurs. Ensuite, il y a eu un débat éthique. Oui, la vie n'est pas un absolu. La vie, il y a des moments où elle est tellement invivable qu'elle n'est pas un absolu. On était au niveau des valeurs. Ensuite, c'est au niveau, cette fois-ci, éthique. Est-ce qu'il est éthique d'aider un proche qui est en fin de vie de le faire? Et puis ensuite, la déontologie, c'est comment on le fait. Tu es d'accord avec cette distinction? Et ça m'a beaucoup éclairé, parce qu'on est dans un mélange complet. Voilà. D'accord, merci pour ces nuances-là. Il faut toujours penser aux différents registres. Alors, il y a un micro qui doit circuler dans la salle. Il est au fond, je le vois, c'est beau. Levez vos mains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on a un monsieur devant.
Oui, bonjour, oui. Justement, je voulais vous poser la question sur les cellules souches. Le fait d'avoir interdit la recherche sur les cellules souches, surtout sur le cordon ombilical, a fait perdre à la recherche française un certain nombre d'années. Les étrangers, les Allemands, les Américains, etc., ont fait d'énormes progrès. Et les chercheurs français ont été obligés d'acheter des cellules souches à l'étranger pour faire leur expérience en France. Donc, est-ce que là... Alors, d'autre part, les cellules souches, ça ne sert pas uniquement à refaire des bébés. C'est pas vrai. Les cellules souches, ça sert à guérir des tas de choses. On parle des cellules souches qui vont guérir des maladies du cœur, de Alzheimer, etc. Donc, il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Et est-ce que là, il n'y a pas eu un système de précaution qui était quand même grave on aurait pu quand même laisser un certain nombre de recherches à ce niveau-là. Ouais, évidemment, je ne vous ai pas dit que l'embryon qu'on fabriquait, on allait faire un enfant avec. On va faire de la moelle osseuse, on va faire des tissus qui permettront de soigner des gens. Simplement, à un moment, c'est un embryon. Donc la question philosophique se pose, est-ce que j'ai le droit de prendre un embryon humain et d'en faire de la moelle pour mes os? Alors vous trouvez que oui, très bien. D'autres trouvent que non. Il est normal qu'il y ait un débat. Le problème, c'est est-ce qu'on peut appeler, embryon une cellule souche qui est différenciée? Ça, c'est le mot que vous utilisez, que d'autres utilisent peut-être. Alors voilà, je vais vous poser une question. Est-ce qu'un embryon, c'est pas quelque chose qui est dans l'environnement naturel d'un embryon? Mais ça, tout ça se discute, vous voyez. On ne va pas faire la discussion là-dessus ce non, soir. mais c'est pour ça. Je voulais juste vous faire comprendre qu'à partir du moment où ça se discute, décider que parce qu'il y a des raisons économiques, on va refuser d'avoir les discussions philosophiques parce qu'il faut se dépêcher, ça, je trouve ça absolument inacceptable. Donc, peut-être qu'on a pris du retard, mais je voudrais vous citer un exemple. Dans les années 30, les Américains et les Scandinaves ont démarré l'eugénisme. On a stérilisé des dizaines de milliers de personnes pour cause de mauvais gènes. 65 000 personnes aux États-Unis, proportionnellement encore plus en Scandinavie, en Suisse, etc. Évidemment, le pays champion du monde, ça a été l'Allemagne dans les années 30. Une revue allemande a titré « Attention, les Allemands stérilisent plus vite que nous sommes en train de perdre la course, il faut augmenter nos cadences. » Cet argument-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Quand il s'agit de questions aussi importantes que de savoir qu'est-ce que c'est que le respect de la vie humaine, etc., je me fous pas mal de savoir si les Allemands vont plus vite que nous. Je veux d'abord qu'on réfléchisse à savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et moi, j'en ai marre qu'on nous dise que la recherche française perd du temps, etc. La recherche française perd beaucoup de temps à beaucoup de choses. Et ça, c'est un détail par rapport à tout ce qu'elle perd. Un avis? Presque à faire de l'administration. Ça, oui. C'est connu. Je pense qu'il y a consensus. J'avais une autre question. Vous avez parlé actuellement tout à l'heure des OGM. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons qui se font actuellement avec les systèmes de CRISPR en particulier, qui modifient l'ADN, en particulier pour les plantes. Et donc ça donne des ouvertures énormes pour tout ce qui est agriculture et futur de l'agriculture, surtout dans les pays justement qui ont besoin d'agriculture diversifiée. Alors CRISPR-Cas9, c'est un système plus évolué que les OGM, mais n'empêche que ça continue. On ne peut pas faire un débat là-dessus maintenant, ça serait trop, c'est pas le principe de précaution. Mais je voudrais vous dire premièrement qu'effectivement, je pense que c'est certainement pas utile du tout dans les pays du tiers-monde. CRISPR-Cas9, ça fait aussi des machins brevetés, je vous signale. Vous croyez que les agriculteurs du tiers-monde, ils ont les moyens de racheter des semences brevetées tous les ans, vous ? Mais absolument pas. Si vous leur filez des semences brevetées, même si vous donnez gratuitement, mais qu'après, du coup, ils sont obligés de les racheter, vous les ruinez. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc je pense que c'est vraiment une... C'est le lien entre manipulation et brevet, pour vous, il est automatique. Mais il est automatique, c'est le fait. Vous ne me trouverez pas une seule entreprise qui ait fabriqué une plante avec des OGM ou du CRISPR-Cas9 et qui n'ait pas breveté le truc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des laboratoires publics qui produisent cela? Enfin, c'est une vraie question. Mais vous savez ce que font les laboratoires publics pour essayer de se protéger de ça? Eh bien, ils brevettent eux aussi. Il y a eu un très grand projet fabriqué par l'INRA, le CNRS et le ministère de l'Agriculture qui s'appelait Génoplante au début du XXIe siècle, où le jeu consistait pour tous les laboratoires de l'INRA et du CNRS travaillant en biologie végétale à essayer justement de rentrer dans la course. Au bout de 3 ans, avec 3 milliards qui ont été donnés pour ce projet, il y avait 40 brevets, pendant que Monsanto en avait développé 500. On n'est pas
vous croyez quand même pas que le CNRS et l'INRA peuvent concurrencer Monsanto sur leur propre terrain? Ça n'a aucun sens. Donc, bien sûr. Mais non, si jamais vous faites ça, ça veut dire que vous tuez la recherche fondamentale. Vous voulez transformer les laboratoires de recherche fondamentale en des laboratoires qui font de la recherche appliquée strictement. Donc vous allez tout perdre. Est-ce que je peux être provocateur encore? D'après ce que je crois comprendre, moi je ne suis pas du tout biologiste, CRISP permet à des coûts très 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 inférieurs aux OGM de développer des nouvelles souches. Auquel cas, la contrainte des grands groupes peut diminuer. Alors, ma question est là la suivante. Dans l'hypothèse où les brevets ne seraient plus un obstacle, dans cette hypothèse-là, est-ce que CRISP peut apporter des choses intéressantes pour l'humanité? Aujourd'hui, nous sommes 6,5 milliards. Moi, quand je suis né, on était 1,8. Et on sera 10 milliards dans 40 ans. Il faudra bien qu'on nourrisse tout ça, tous ces gens-là. Moi, j'y serai plus, mais enfin, il y en a d'autres qui seront à nourrir. Et donc, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire positif en disant comment il faut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, moi, je voudrais vous dire que ce qu'il faut faire, c'est optimiser. Mais on rentre vraiment dans un autre débat. Mais si vous voulez vraiment nourrir beaucoup de monde, il faut produire beaucoup au mètre carré. Vous connaissez tous assez de physique pour savoir que la photosynthèse, c'est un truc qui produit de l'énergie grâce au soleil. Et donc, on va fabriquer des plantes grâce au soleil. Si vous voulez maximiser votre efficacité en tant qu'agronome, ce qu'il faut, c'est que votre parcelle soit tout le temps verte. Il faut que jamais un rayon de soleil n'arrive au sol sans qu'il y ait eu des feuilles pour l'intercepter. Et bien ça se fait avec une agriculture beaucoup plus savante que l'agriculture actuelle. Une agriculture dans laquelle on mélange différentes espèces qui ont des phénologies différentes, de façon à ce qu'il n'y ait jamais un moment où le sol est nu. Regardez un champ de maïs. Quelle proportion de l'année ce champ de maïs a-t-il un couvert végétal complet? Mais pendant un mois, regardez-les encore actuellement, allez voir un champ de maïs, vous verrez que 80% du sol est encore non couvert par des feuilles. Donc évidemment que cette agriculture-là n'est pas très productive au mètre carré. Elle est très productive à l'heure de travail. L'agriculture industrielle permet de diminuer les coûts du travail. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous manque, des heures de travail sur la Terre à l'heure actuelle, alors qu'on va avoir 7 milliards d'humains à nourrir? Mais pas du tout. Actuellement, l'agriculture, pour produire 1 calorie de nourriture, consomme 5 calories de pétrole. C'est-à-dire qu'on a un système qui est fait pour récupérer l'énergie solaire, mais qui dépense 5 fois plus d'énergie fossile juste pour faire ça. On est dans un système qui ne marche pas, qui n'est pas durable. Alors voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'agronomie complet, mais croyez-moi, actuellement, les besoins qu'on a pour faire une agriculture qui nourrisse du monde, c'est des besoins d'une réflexion vraiment sur l'écologie des champs et sur la manière dont fonctionne un agrosystème, bien plus que d'aller bidouiller quelques gènes dans quelques plantes. Sans doute, on pourrait trouver, donc ce qu'il faut faire, c'est de l'agroécologie. Sans doute, on pourrait trouver des modifications génétiques avec CRISPR-Cas9 ou même d'ailleurs sous forme d'OGM qui permettent de régler certains problèmes de maladie. Parce que ça, c'est des trucs assez simples. Ce qui est du vent, c'est quand on nous raconte qu'on va faire des plantes qui résistent à la sécheresse, au sel, etc. Parce que la physiologie d'une plante, c'est un truc horriblement compliqué. Et actuellement, on est absolument incapable de bidouiller les gènes un par un pour arriver à régler ce genre de problème. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une question? Alors, pas trop OGM, pas trop cellules souches. Désolé, justement, je reste sur les OGM par rapport aux, alors on y répond vite, aux OGM qui peuvent guérir des maladies. Donc, vous avez parlé du riz doré tout à l'heure, en disant que de toute façon, le riz doré ne pousse pas. Moi, j'ai vu des campagnes de Greenpeace qui combattaient justement le riz doré. Donc, pourquoi combattre quelque chose qui, de toute façon, ne marcherait pas? Parce qu'à l'époque, Greenpeace ne savait pas que ce riz doré ne marcherait pas, c'est tout. Ah, donc ils se battaient sans savoir que ça ne marchait pas. Contre le principe même de ce riz, c'est tout. Donc les reproches qu'on leur fait de ne pas sont justifiés, puisqu'ils ne savaient pas que le riz doré n'avait pas les conséquences qu'il a. Ce qui est écrit dans la pétition des prix Nobel, c'est que si les agriculteurs du sud-est asiatique ne cultivent pas ce riz, c'est parce que Greenpeace a fait ça. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc on a 127 prix Nobel qui écrivent une connerie. Pas possible, ils ont le prix Nobel, ils ont forcément raison. Alors, une autre question. Oui, sans compter que par rapport au riz doré,
il y a aussi le risque d'hypervitaminose A qui est quand même dangereuse en médecine. Et je voulais aussi réagir à ce que disait M. Farge tout à l'heure, qui parlait des téléphones portables et qui a d'emblée évoqué le problème du cancer. Mais il n'y a pas que le problème du cancer en matière de toxicité du téléphone portable éventuel. Il y a aussi la dégénérescence des cellules neuronales qui peuvent se faire à très long terme et que donc si on n'a rien vu, jusque maintenant, ça ne veut pas dire qu'on verra rien plus tard. Hein. D'autre part, pour les nanoparticules, ces nanoparticules peuvent franchir la barrière hémato-ménagée. Et donc, par rapport aux maladies dégénératives dont on ne connaît pas vraiment l'éthiopathogénie, il y a quand même peut-être un principe de précaution à appliquer parce que les nanoparticules peut-être pourraient jouer un rôle dans cette dégénérescence neuronale. Peut-être. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'avec peut-être, je ne fais plus rien. Et c'est ce que j'appelle, moi, le mauvais usage du principe de précaution. Est-ce que dans 2 ou 3 générations, il y aura des dégénérescences neuronales? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, avec l'IRM fonctionnel, avec tout ça, nous n'avons aucune évidence. Aucune évidence. Bon, alors, que les gens qui ont peur de ça, qu'ils n'utilisent pas leur téléphone portable, ce n'est pas un problème, je veux dire, hein, qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais autrement, on ne peut pas, par des choses que l'on pourrait imaginer dans 50 ans ou dans 100 ans, ne rien faire. Ça, c'est pas possible. Là, je suis obligé de vous répondre que les gens ne peuvent pas choisir de ne pas être exposés à des champs. Dans la vie de tous les jours, ils sont exposés à des gens. Mon avis est qu'il n'y aura aucune conséquence, mais le fait est qu'ils sont exposés. Non, mais c'est vrai, mais pour l'instant, on n'a pas les... Alors ensuite, sur les nanoparticules, ça, c'est un sujet très intéressant, parce que je vous ai déjà dit que les nanoparticules isolées sont dangereuses. Ça, je le pense. Elles sont dangereuses, et pour des raisons chimiques. Il n'empêche que en pharmacologie en ce moment, on commence, et nous avons un de nos académiciens qui travaille là-dessus, on commence à être capable de mettre des principes actifs au point de vue pharmacologique dans des nanoparticules et justement utiliser le fait qu'elles vont franchir les barrières. Donc, il y a du pour et du contre. Ceci étant, il est clair que les nanoparticules qui règnent dans la pollution de nos villes, ce n'est pas une bonne chose, ça c'est sûr, mais ça on le sait. On le sait. Et donc, dans certains cas, ça peut être intéressant de l'utiliser. Mais je parlais bien des nanoparticules isolées. Par contre, quand vous mangez un beefsteak, oui, votre estomac, il sépare toutes ces nanoparticules, il décompose même toutes les protéines, elles sont décomposées en acides aminés, et puis ensuite elles vont dans le corps. Bon, et voilà, c'est... Oui, ça... Je voulais d'ailleurs insister là-dessus, évidemment. En milieu confiné, on peut faire des tas de choses sans que ça soit dangereux. D'ailleurs, je veux dire qu'on fasse des recherches en nano en milieu confiné. Et concernant le fait de faire des plantes qui produisent des médicaments, moi, j'ai absolument rien contre tant que c'est dans des serres et puis que ça ne sort pas. C'est quand on les met dehors et que les gènes brevetés vont contaminer les voisins que ça pose problème. Et quand, excusez-moi parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris ce que je disais, mais Greenpeace avait une bonne raison de dire que le riz doré était une mauvaise solution. La bonne solution, c'est de mettre des aubergines autour du riz. C'est quand même un peu plus malin que de dire on va bouffer que du riz et mettre tous les gènes de tout ce qu'il faut dans le riz, non ? Ça a été dit, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. On l'a compris. On a une nouvelle question ? Oui. Le micro, c'est moi qui l'ai, France. J'ai le micro. Bonsoir. Merci pour toutes ces informations. C'est vraiment super intéressant. Mais je voudrais revenir sur qu'on a appris que le principe de précaution s'appliquait à la santé et à l'environnement. Mais j'aimerais revenir au titre de la soirée, c'est-à-dire que le principe de précaution a l'air médiatique. Et j'aimerais bien savoir finalement dans ce monde médiatique où on fonctionne sur une maintenance du présent, c'est-à-dire que l'idée étant d'anticiper ou de penser qu'il va peut-être se passer quelque chose et qu'on va agir sur le présent pour
envisager une conséquence dans le futur. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train un peu de dévoyer le principe de précaution dans ce monde médiatique où tout est question d'information, de diffusion de l'information de façon à ne pas affoler. Enfin, il y a certainement quelque chose à penser autour de ça. Donc, est-ce que vous avez vos avis là-dessus, sur ce côté médiatique qui vient percuter finalement ce principe de précaution lui-même? Alors moi, je crois qu'il y a une dimension qui n'est pas analysée. Et je vais donner un exemple que je donnais à Thomas Durand au téléphone l'autre jour. Il y a eu une grande émotion populaire en Wallonie et Nord-Pas-de-Calais au printemps et été 99. Coca-Cola donnait mal à la tête. Coca-Cola donnait mal à la tête. Atlanta a décidé de prendre la communication depuis Atlanta. Ça a fait un buzz terrible. L'action de Coca-Cola a tellement baissé que le patron mondial a sauté. Quelques semaines après, quelques mois après, je rencontrais à Lille le patron de la direction des affaires sanitaires et sociales, qui est un médecin, qui me dit qu'il n'y avait aucune remontée de la médecine générale. Et me dit-il, vraiment, les habitants du Nord-Pas-de-Calais sont des abrutis. Alors je lui dis, docteur, ce que vous dites ou rien, ça ne m'intéresse pas du tout. Un vrai événement économique, un vrai événement social, qui est un non-événement médical et un non-événement technique, c'est fascinant pour le chercheur que je suis. C'est fascinant. Et donc, il faut que nous pénétrions plus profondément les ressorts psychosociaux de nos comportements collectifs. Et ça, malheureusement, nous ne le faisons pas assez. Et quand je vous parlais de l'exemple des emballages, bon, il y a une psychosociologue qui nous a beaucoup éclairé en nous expliquant, par exemple, que vous prenez le yaourt, vous le sortez du frigo, vous le mangez, et bien dès qu'il est mangé, il est dégueulasse, il devient du caca. Hein, vous ne pouvez même plus le toucher, vous le jetez immédiatement. C'est extraordinaire de se dire comment nos comportements humains transforme un objet appétant en un objet répulsif en quelques secondes. Voilà. Bon, vous voyez, et c'est ce genre de choses auxquelles aussi on devrait travailler. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait réformer l'Académie des sciences de manière à y intégrer l'Académie des sciences humaines. C'est-à-dire que je pense que c'est catastrophique aujourd'hui que toutes les réflexions sur les sciences ne soient pas automatiquement accompagnées par une réflexion de sciences humaines. Et le fait d'avoir séparé en France les sciences d'un côté et l'Académie qui s'occupe des sciences humaines de l'autre, pour moi, c'est une grave erreur. Alors, pour faire un peu de pub pour mon académie, nous avons des philosophes, nous avons des psychologues, nous avons des sociologues. Je peux parler? Oui. Alors, merci d'avoir parlé des sciences humaines, parce que c'est ce que je voulais faire. Donc, votre ami psychologue, qui distingue bien valeurs, déontologie, éthique, ça me paraît judicieux, tout à fait pertinent. Puis, on devrait peut-être plus l'enseigner. Chacun, ça devrait être intégré en sciences dures aussi. C'est un cours de, je sais pas si ce serait un cours de philo, épistémologie, je sais pas où il faudrait le mettre. Mais du moins en médecine, il y a déjà des cours en éthique, des jours, déjà, je pense que oui. Il y a une espèce d'alliance entre biologie et médecine, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ça se développe, c'est en bonne voie. Je voulais dire que le chercheur qui a découvert le gène riz doré, là, dont vous avez mentionné, qui croyait fortement. On ne peut pas trop empêcher ça, quelles que soient les découvertes, me semble-t-il, parce qu'il y a l'enthousiasme, il y a la curiosité, il y a l'investissement, il y a tout ça. Des fois, ça peut tomber dans l'idéologie, c'est vrai. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a plusieurs logiques qui semblent entrechevêtrées, là. Bon, logique économique, logique alimentaire, logique biologique. Une fois que c'est ensemencé, ça passe d'un terrain à l'autre. La nature ne va pas nous demander la permission. Hein. Ça se propage, il n'y a rien à faire là. Hein, il fait sa vie. Alors là, qu'est-ce qu'ils font nos politiques là? Moi, c'est ma question. Qu'est-ce qu'ils font nos politiques pour réguler tout ça? Donc la question politique. Boum. Bah, écoutez, sur la question des OGM, c'est pas compliqué. Les politiques français ont suivi
les citoyens et les quelques scientifiques dont je fais partie qui étaient critiques, et les OGM ne sont pas autorisés à la culture en France. Et ça a été toute une série de ministres de l'Environnement, les uns après les autres. Ça a commencé avec Corinne Lepage parce que c'était la première qui a été confrontée au problème. Ça a continué jusqu'à la dernière. Pour le moment, tous les ministres de l'Environnement se sont opposés à la culture des OGM en France. Donc sur ce plan-là, ça a été fait. Maintenant, effectivement, dans les domaines de l'éthique, vous savez, comme moi, qu'il y a eu des lois qui ont été faites, qu'il y a une réflexion constante, mais que, effectivement, moi, enfin, la distinction qui n'a pas été faite, c'est entre la morale et l'éthique. En fait, il n'y a pas ces deux mots qui veulent dire la même chose au départ, mais on ne les emploie pas dans le même sens, en fait. Hein. Je dirais que, pour simplifier, pour moi, j'ai l'impression que la morale, c'est du top-down et l'éthique, c'est du bottom-up. C'est-à-dire que la morale, c'est des principes et on va les appliquer sur des situations diverses. Alors que l'éthique, on va essayer de faire un truc un peu démocratique, on va discuter, et puis on va essayer de faire émerger quelque chose de la base vers le sommet sur ce qu'il faut faire. J'ai appartenu à 2 comités d'éthique, un comité d'éthique au CNRS et à l'INSERM, et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que l'éthique, pour le moment, elle ne tient pas le coup quand elle est opposée à l'alliance des capitaux et de la souffrance, si vous voulez. Hein. Vous avez des gens qui souffrent, vous avez des capitaux qui permettent de régler ce problème de souffrance, hein, vous avez des gens qui veulent absolument un enfant, ils ne peuvent pas, etc. Il n'y a qu'une seule manière, ça serait de le cloner. Un jour ou l'autre, on finira par cloner des gens parce qu'il y a assez d'argent et assez de souffrance pour y arriver. Je pense que c'est très, très difficile de résister à cette situation où des gens souffrent, où il y a de l'argent pour régler ce problème et où, juste pour des raisons philosophiques, on va dire non. Je pense qu'actuellement, notre société n'est pas équipée pour ce genre de choses. Monsieur Farge, pas de réaction? Tout à l'heure. Tout à l'heure, bien. Bonsoir. Ah oui, parfait, ça marche. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante et enrichissante. Et aussi, je m'excuse de revenir sur un point qui a déjà été évoqué précédemment. Je voulais parler de la biologie synthétique. Vous avez évoqué le fait que le principe de précaution a été établi notamment en France pour essayer, entre guillemets, de structurer la biologie synthétique. Et j'avais une question par rapport à ça. Il s'avère que la biologie synthétique, actuellement, elle est très peu maîtrisée parce que c'est quelque chose de très nouveau en tant que domaine. Et c'est encore très très technique, on a une mauvaise compréhension du génome et de leur impact au niveau métabolique, etc., et fonction de l'organisme. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et ma question était que finalement, dans 10 ou 15 ans, lorsque la biologie synthétique sera bien exprimée, bien développée, à quel moment va-t-on pouvoir dire finalement, on peut lever ce principe de précaution pour justement donner plus facilement accès à la biologie synthétique, à quelque chose de plus industriel, de plus global finalement? Alors, quelles sont les limites du principe de précaution? À quel moment peut-on le lever? Alors, les limites, j'ai été très très choqué il y a 4-5 ans, en prime time sur France Inter, à 8h20, où une philosophe expliquait qu'il fallait arrêter immédiatement la biologie synthétique parce qu'on allait pouvoir faire des humains avec 2 cortex. C'était scandaleux. C'était scandaleux parce que, bon, vous avez l'air d'être biologiste, de connaître un peu le sujet. On n'a pas encore vraiment de résultats à la paillasse. Hein. Alors les 2 cortex, c'est vraiment pas demain la veille. Donc c'est quelque chose pour faire peur et c'est toute une tradition anti-connaissance, anti-technologique qui est vieille comme le monde. Elle est vieille comme le monde, elle a toujours existé, elle existera toujours. Il y avait un Bordelais, comment il s'appelait ce professeur d'économie bordelais qui était là-dedans. Il y a un sociologue, Bruno Latour. Bruno Latour est complètement là-dedans. Bon, c'est une constante, on l'aura toujours. Moi, mon point de vue, il est relativement simple. Tout ça va prendre énormément de temps. Énormément de temps. Au fur et à mesure, les scientifiques doivent se poser les questions des applications potentielles. Et des comités d'éthique dont tu parlais doivent également leur poser des questions pour voir à partir de quel moment il faut intervenir. On ne peut pas avoir de principe a priori. Voilà. Donc, je renvoie la chose aux scientifiques et au comité d'éthique. Mais cette déclaration scandaleuse que j'avais entendue, là c'est pas possible, je veux dire. Oui, moi je vois, tout est prêt pour qu'on fasse fonctionner le principe de précaution convenablement sur ces biologies synthétiques. En toute sincérité, la biologie synthétique, c'est une nouvelle forme d'OGM.
Hein, c'est bien de la manipulation génétique. Donc, or, il y a des commissions qu'il faut pour savoir sous quelles conditions est-ce qu'on peut manipuler du vivant sur le plan génétique dans le laboratoire, quel type de sécurité il faut prendre, et puis ensuite, quand on les sort du laboratoire, sous quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir le mettre dans des milieux plus ou moins confinés. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, bien sûr, tous les diabétiques qui utilisent de l'insuline sont bien contents qu'il y ait des bactéries transgéniques qui fabriquent leur insuline, parce que c'est une très bonne manière de fabriquer une insuline propre, sans maladies qui vont avec. Donc évidemment que tant qu'on reste en milieu confiné, il y a zéro problème. Et puis, si jamais un jour, alors il y a des organismes issus de la biologie synthétique qu'on veut mettre dans l'environnement, là, effectivement, se poseront des problèmes de précaution, et ça sera au truc qui existera à ce moment-là. Aujourd'hui, ça s'appelle le Haut Conseil des biotechnologies, peut-être qu'à ce moment-là, ça s'appellera autrement, mais on a déjà les structures qui sont là pour, effectivement, faire donner des autorisations ou non, selon ce qu'on estime des risques et des incertitudes concernant les risques. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait de problème particulier sur la biologie synthétique, à condition qu'on considère que ces systèmes-là doivent passer par les mêmes procédures d'évaluation que ce qu'on a déjà mis en place. On a un accord entre nos deux débatteurs. Je propose qu'on prenne une dernière question, de manière à ce que vous puissiez faire une conclusion chacun pendant 4-5 minutes. À moins que vous préfériez qu'on fasse que les questions et pas de conclusion. Vous préférez qu'on fasse quoi? Alors, vous préférez quoi? Alors, 2 questions ou une question et une conclusion? Ça ne sera pas une conclusion, parce que j'ai rien à conclure. Alors dans ce cas-là, on va attendre la question. Et je vous donne la parole après. Non mais je vais gérer. Donc on a une question ici. Oui, bonsoir. J'avais juste une petite question. Donc le principe de précaution, c'est très bien, notamment d'avoir fait évoluer le droit d'un droit assez binaire sur quelque chose de quand même plus subtil. La difficulté, c'est quand même de mettre le curseur sur le niveau de précaution et de risque. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le biphénol A, avec les difficultés pour l'espèce humaine si un jour on a des diminutions de nos capacités à se reproduire, voire, imaginons, de ne plus pouvoir nous reproduire. Je pense que là, le risque serait quand même assez maximum. J'ai l'impression que les gens sont d'accord que en termes de risque, c'est important. Donc évidemment, il faut éviter les dangers au maximum. Je vous propose de faire une sorte de final statement, comme on dit en anglais. Au moins, ça va pas être une conclusion, parce que tous autant que nous sommes, on écoute, on entend, on se ferait son idée, et je n'ai pas à vous imposer les miennes, pas plus que je ne me laisserai imposer les vôtres. Nous sommes des gens libres. Mais je voudrais juste finir avec une parabole qui est dans un livre qui est très très drôle, qui s'appelle « Pourquoi j'ai tué et mangé mon père ». Vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Donc c'est une tribu primitive. Le père et la mère sont des inventeurs invraisemblables. L'oncle, lui, alors il est un petit peu comme Bruno Latour. Il est totalement effrayé par tout ce qui est inventé. Il n'arrête pas de dire « back to the tree, back to the tree ». Et puis, la mère a inventé la cuisson un jour en trouvant un gibier dans un incendie de forêt. Il était cuit, c'est quand même bien meilleur. Et puis, le père invente l'arc. Alors là, les deux garçons, le père emmène les deux garçons pour apprendre à tirer à l'arc. Et normalement, il y a du gibier. Et puis finalement, un des garçons tue le père en disant c'est atroce, c'est beaucoup trop dangereux, précaution, il ne faut pas que l'arc se développe, parce qu'autrement on pourra aussi tuer nos voisins. C'est une parabole qui n'a pas de conclusion, mais qui est très amusante. Alors je vais reprendre sur le même style. Moi je vais vous raconter une histoire de la mythologie, c'est l'histoire de Dédale. Dédale, c'était un ingénieur extrêmement fort, extrêmement ingénieux. Et il était à la cour du roi Minos en Crète. Et Minos, pour épater ses frères, demande à Poséidon de lui prêter un taureau. Et Poséidon prête son plus beau taureau à Minos en lui disant « tu me le rendras ?» Et Minos dit oui. Le taureau est tellement beau que Minos n'arrive pas à le rendre après. Il refuse de le rendre. Il faut être bête pour commencer à faire des trucs comme ça à des dieux. On sait bien qu'on va avoir des ennuis. Pour se venger, Poséidon, très pervers, rend la femme de Minos amoureuse du taureau. Pasiphae, elle s'appelait. Et donc, elle veut absolument aller avec le taureau, mais le taureau, lui, ça ne l'intéressait pas, il aimait que les vaches. Hein. Et donc, c'est là que ça commence. Pasiphae va voir Dédale, l'ingénieur, et lui dit « Trouve-moi un moyen de copuler avec ce taureau, j'en peux plus. »
Et Dédale, vous voyez, c'est un ingénieur. C'est pas un mec qui fait du principe de précaution, c'est pas un philosophe. Il aurait pu dire, attends, il faut peut-être réfléchir aux conséquences. Non. Elle lui demande ça, il le fait. Il fabrique une vache en bois vachement sexy, il met Pasiphae à l'intérieur, le taureau n'y voit que du feu, crac, il féconde Pasiphae, et c'est le premier OGM. Donc le Minotaure va donc naître de l'union de Pasiphae et du taureau. Bon. Mais donc ce Minotaure est très dangereux, et là, on commence la course en avant. C'est-à-dire que Dédale dit, vous inquiétez pas, j'ai la solution technique pour contrer le problème de la connerie technique que j'ai faite avant. Vous voyez? Donc, il fabrique le labyrinthe. Et on met le Minotaure à l'intérieur. Il continue à bouffer quelques jeunes chaque année. Donc, on appelle Thésée à la rescousse pour qu'il vienne tuer le Minotaure. Heureusement pour Thésée, Ariane, la fille de Minos, est amoureuse de lui et demande à Dédale comment on fait pour sortir du labyrinthe. Et c'est Dédale qui lui donne le coup du fil pour qu'il puisse ressortir. Donc elle tient un fil. Thésée tue le Minotaure, revient grâce au fil. Thésée est un garçon très distrait. Il oublie Ariane en ressortant. Il oubliera même de changer ses voiles et son père se suicidera à cause de ça. Mais en tout cas, il oublie Ariane. Ariane est désespérée. Minos est furieux. Il dit que tout ça, c'est la faute de Dédale. Allez hop, Dédale, il y en a ras-le-bol. Je te fous dans ton labyrinthe avec ton fils. Tu vas voir un petit peu. Tu nous emmerderas plus. Et Dédale, c'est le mec qui se décourage jamais. Quand il a une connerie technique, eh ben, il va trouver une nouvelle connerie technique pour compenser la connerie technique d'avant. Vous voyez, alors, il dit à son fils, t'inquiète pas, je vais fabriquer des ailes, on va sortir de là. Il fabrique des ailes. Son fils s'appelle Icare. Et donc, ils s'envolent tous les deux. Et vous connaissez la suite, Icare monte trop haut, le soleil fait fondre les ailes, Icare tombe et meurt. Et Dédale passe le restant de ses jours à se désoler. Tout ce merdier, parce qu'il n'y avait pas eu une petite précaution au départ de dire est-ce que c'est vraiment malin de faire baiser la femme du roi avec un taureau, vous voyez? Donc il y a des moments où quand même, évidemment, que ça vaudrait... C'est beau la mythologie. Donc il y a des moments où, évidemment, il faut hésiter avant de faire quelque chose. C'est pas parce qu'on sait faire un truc techniquement qu'il faut le faire. Et c'est pas toujours simple de décider. Je pense qu'il y en a un travail à faire en nous, humains, de discuter entre nous pour se mettre d'accord, etc. Il y a des moments où, bien sûr, qu'il faut y aller. Et il y a des moments où, bien sûr, qu'il ne faut pas y aller. Et si jamais on ne se donne pas un minimum de possibilités de précaution, bah, on fera des conneries qu'on regrettera nécessairement. Voilà. Bon, j'aimerais vous remercier d'avoir été de si beaux conteurs et de nous avoir expliqué vos points de vue. Je note qu'il y a quand même beaucoup de points d'accord, donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas une bataille rangée et que c'est un débat très, très mesuré, intelligent, intéressant et qui n'est pas fini. Donc merci beaucoup M. Farge, merci beaucoup M. Gouillon. Et merci aux organes.